Voilà. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir, dans le cadre de notre festival Justice en Culture, Christine Lazerge, ex-vice-présidente de l'Assemblée nationale, professeure de droit et présidente de la Commission consultative des droits de l'homme. J'ai aussi le plaisir d'accueillir un petit groupe de musique tzigane, manouche, qui va vous interpréter quelques morceaux. Le thème de cette soirée, dont s'inscrit dans le cadre de notre festival Justice en Culture, nous avons choisi de situer ce sujet au cœur de ce festival parce que la question de l'accueil des Roms et la question des Roms dans l'espace national et dans l'espace européen nous paraît extrêmement important et très vif dans notre actualité. Nous avons choisi de l'aborder sous un angle à la fois sérieux et réflexif, puisque nous allons aborder en particulier les rapports de la Commission consultative des droits de l'homme. Ces deux rapports ont été rédigés sous la présidence de Madame Lazerge, et puis sous un angle aussi plus distrayant, puisque nous allons vous proposer 3 séquences musicales. Et tout d'abord, donc, nous allons commencer par une première séquence musicale d'une vingtaine de minutes. Nous aurons ensuite une seconde séquence de présentation du sujet de l'accueil des Roms et de leur rapport à la justice par Christine Lazerge. Et ensuite, nous poursuivrons par 2 nouvelles séquences musicales, puis échanges avec la salle, de telle sorte que l'on en ait à peu près pour 1h15, 1h30 de rencontre. Voilà, merci pour votre attention et puis bienvenue dans ce merveilleux café qui nous accueille. Et je remercie là Monsieur Dron, gérant de ce café. Voilà. Quelques mots juste avant encore de notre invité aussi à la faculté de droit, David Geist, qui est journaliste et photographe. À l'heure actuelle se déroule à la faculté de droit une exposition autour des Roms qui est son œuvre. Voilà, je vais lui laisser quelques instants la parole avant de laisser place à la musique. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a un peu beaucoup de monde, un peu de bruit. Je vais vous raconter en 2 minutes un peu la genèse de cette exposition qui est actuellement à la fac de droit jusqu'au 13 octobre. Voilà, donc mon nom c'est David Geist, je suis journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Et l'histoire des Roms et des Tziganes m'a toujours intéressé. Ça remonte même un peu à l'enfance. Étant alsacien, on est un peu habitué à cohabiter aussi avec des communautés tziganes dans des rapports qui ne sont pas toujours très très simples, mais il y a aussi une espèce d'attraction et d'intérêt qu'on peut porter à cette communauté. Par après, dans le cadre de mon travail comme journaliste, j'ai été amené à traiter un peu ces questions-là aussi, mais malheureusement souvent sous la rubrique faits divers. Donc c'est un rapport à la justice qui méritait d'être creusé, d'où l'idée que j'ai eue, c'est d'abord d'aller travailler un peu avec les populations tziganes en Alsace, et puis par après, avec Médecins du Monde, d'aller à la rencontre des Roms, mais des Roms de Strasbourg, qui venaient souvent de Bulgarie ou de Roumanie. J'ai fait ça pendant 2-3 ans et ça a donné lieu à une première exposition qui avait lieu en 2011 au Club de la Presse. Et l'idée suivante, c'était d'aller voir un peu d'où venaient ces Roms. Donc je suis parti en Roumanie en début d'année, au mois de janvier, dans le sud de la Roumanie, pour partir à la rencontre de cette population et puis d'essayer de comprendre un peu ce qui motive leur exil et le rapport qu'ils peuvent avoir à la liberté, les problèmes qu'ils peuvent avoir sur place. C'est pas trop de justice dont il est question à ce moment-là, mais plutôt d'injustice, plus en Roumanie qu'en France, ce qui motive souvent cet exil. Voilà. N'étant pas très bon guitariste, je vais laisser la parole aux musiciens et bonne soirée à vous. Voilà, merci donc à nos 2 musiciens de nous avoir introduits dans une ambiance qui nous fait voyager déjà. Je vais donc maintenant laisser la parole à Christine Lazerge. Donc, comme je vous l'indiquais en introduction, Christine Lazerge est présidente de la Commission consultative nationale des droits de l'homme. Et en sa qualité de présidente de la Commission consultative nationale des droits de l'homme, elle a eu l'occasion de rédiger
2 rapports qui font suite à des enquêtes menées sur l'accueil des Roms en France et en Europe. Cette présentation donc, prendra quelques minutes et bien évidemment, nous essayerons d'ouvrir au plus tôt le débat avec la salle dès lors que cette présentation aura été réalisée. Merci en tous les cas à Christine Lazerge de vous être déplacée depuis Paris et Montpellier pour venir évoquer un sujet à tout le moins brûlant. Merci beaucoup et merci beaucoup à Quentin Urban et à Pauline Meyer d'avoir eu l'idée depuis plusieurs années, je crois, d'un festival qui permet à l'université d'être un peu hors les murs. Et ça, vraiment bravo. Je suis invitée à vous parler d'une question éminemment difficile et je crois que je vais être beaucoup hors sujet parce que quand on traite des Roms et de la justice, on est absolument contraint de dire d'abord certaines choses sur les Roms et sur l'accès aux droits des Roms et sur le rejet des Roms. Mais je voudrais d'abord vous repréciser de quelle place je parle. Alors, à dire vrai, à la date d'aujourd'hui, je ne suis pas présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, parce que mon mandat est arrivé à son terme le 20 août, et que l'administration française est ce qu'elle est, et le renouvellement des 64 membres de la CNCDH est en cours, y compris le renouvellement de la présidente. Alors, 2 mots aussi sur ce qu'est cette institution. C'est une très belle institution dont René Cassin a eu l'idée. Elle a été créée à son initiative en 1947. C'est la première autorité administrative indépendante, sur le plan historique. Bien sûr pas en taille. Mais en mission, c'est très important puisque sa mission est une mission de veille, de vigilance sur, non pas tant aujourd'hui l'énoncé des droits, encore qu'on puisse énoncer de nouveaux droits, comme le droit pour 2 personnes de même sexe de se marier, mais notre mission essentielle, c'est de travailler sur l'effectivité des droits. Et nous travaillons sur l'effectivité des droits à 65. Notre Assemblée est pluraliste et indépendante. Indépendante du gouvernement, bien sûr, ce qui nous vaut une accréditation auprès de l'ONU. Et nous sommes la seule institution française accréditée auprès de l'ONU pour la défense des droits de l'homme. Et puis pluraliste, ça veut dire que nous sommes composés de façon très diverse. Il y a un collège d'ONG, et tout à l'heure vous parliez de votre travail dans le cadre de Médecins du Monde. Médecins du Monde est membre. 25 ONG sont membres de la CNCDH, le Secours catholique, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, etc., etc. Et les grands syndicats sont représentés également, puis sont représentés un certain nombre de personnes dites qualifiées, une trentaine, dont des représentants des grands monothéismes contemporains, plus même les loges maçonniques, figurez-vous, les 2 grandes loges maçonniques, et enfin quelques profs de droit, médecins, avocats, philosophes, etc. Donc voilà, notre travail consiste essentiellement à rédiger des avis à la demande du gouvernement, c'est-à-dire sur saisine d'un membre du gouvernement. Sur les Roms, on n'a jamais été saisi. Et par chance, nous avons aussi un droit d'autosaisine. Alors, notre indépendance, elle se manifeste surtout dans notre faculté d'autosaisine. Par exemple, prendre un exemple complètement d'actualité, sur le projet de loi sur le renseignement, nous nous sommes autosaisis, pas au plus grand plaisir du ministre de l'Intérieur, c'est évident, puisque en termes de respect des droits fondamentaux, c'est un texte qui pose problème. Mais maintenant, j'en viens aux Roms. Et j'en viens aux Roms d'abord pour faire un point de définition. On a l'habitude maintenant de dire Rome, et le Conseil de l'Europe, qui n'est pas loin, mélange dans l'expression Rome une mosaïque de peuples. Et je voudrais déconstruire un petit peu l'unicité du terme Rome, alors qu'il s'agit, je viens de le dire, d'une mosaïque de peuples, et qu'on mélange en tout cas les gens du voyage, qui sont des voyageurs, comme leur nom l'indique, nomades, environ 500 000 en France, et pour 95% d'entre eux, ils sont français. Et puis, les Roms migrants. Alors, comme le Conseil de l'Europe et l'Union européenne mélangent dans l'expression Roms, gens du voyage, et Roms migrants,
Quand je parle de Roms, je précise migrants. Et de Roms migrants, il y en a environ en France, d'après les quelques statistiques qui ont été faites, au plus 20 000. Au plus 20 000. Que ce soit les gens du voyage ou que ce soit les Roms migrants, le rejet par la population est extrêmement fort et il y a même un rejet des Roms migrants par les gens du voyage. Il y a un rejet clair et net des Roms migrants, des gens du voyage à l'égard des Roms migrants. Les Roms migrants, on disait tout à l'heure, ils sont pour la plupart d'entre eux contraints de migrer et en effet dans leur pays, à la fois en termes de liberté fondamentale et en termes économiques, ils sont dans une situation qui les contraint à cette migration, mais dans l'espace Schengen, ils circulent, comme nous tous, librement. Et donc, ils choisissent la France ou l'Italie ou la Belgique ou la Grande-Bretagne, pas beaucoup, mais ou les Pays-Bas. La Grande-Bretagne n'est pas dans l'espace Schengen, excusez-moi, en toute liberté. Mais ils arrivent ici dans une situation qui est souvent une situation éminemment difficile et leur accès aux droits fondamentaux, y compris le droit à l'eau ou le droit à l'assainissement, est loin d'être respecté. Quand il s'agit du droit à l'éducation, c'est pire encore, ou du droit à la santé, c'est de la même situation que le droit à l'éducation. Donc pour les gens du voyage, voyageurs, les problèmes sont différents. Ce ne sont pas les mêmes problèmes qui se posent. Et je prendrai, en ce qui concerne l'accès à la justice tout à l'heure, des exemples tirés des recherches qui ont été faites sur la situation des gens du voyage et des exemples tirés des recherches qui ont été faites sur les Roms. Mais nous essayons à la CNCDH, autant que faire se peut, de ne pas tout confondre. Mon premier point consiste à vous dire quelques mots des discriminations, des préjugés et du racisme à l'égard des populations roms. Il se trouve que la CNCDH, par la loi, par une loi de 1991 sur les discriminations, est l'institution qui doit remettre chaque année au Premier ministre un rapport sur l'état de la lutte contre les discriminations ou le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie. En France, on a beaucoup, et heureusement, l'habitude, et même on développe pas mal de moyens pour lutter contre l'antisémitisme ou pour lutter contre diverses formes de racisme. Mais je voudrais que vous reteniez que la population la plus rejetée, et sans commune mesure avec tout autre, c'est la population rome. La population gens du voyage l'est aussi assez largement, mais pas dans les mêmes proportions. Concernant les Roms, c'est là que se développe chez une immense majorité d'habitants de ce pays un rejet magistral. 85% des personnes interviewées dans une étude représentative de la population française vous disent que les Roms n'ont rien à faire chez nous, que ce soit espace Schengen ou pas, peu important, et nous disent, tiennent des propos du style « je veux bien donner à manger à leurs chiens, mais pas à eux, les Roms sont de la vermine ». Donc on part de cette situation-là, et de surcroît s'y ajoutent des propos de politiques qui laissent entendre que les Roms ne sont pas intégrables, qu'il n'est, en tout état de cause, pas possible de les intégrer dans la population française. Et j'avoue qu'à la CNCDH, quand nous entendons les associations de terrain, Médecins du Monde ou Nôtre, il y en a beaucoup, et je crois qu'il y en a une ici ce soir, nous exposer, on auditionne beaucoup quand on rédige un avis, nous exposer le travail de terrain qu'ils font. Nous sommes quasi désespérés de voir ce que des évacuations de camps peuvent induire en désastre
qui eux-mêmes conduisent à une délinquance assez importante, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Concernant les discriminations, alors qu'est-ce que nous proposons? Parce que les avis de la CNCDH font des constats, mais ils comportent aussi, bien sûr, des propositions. Nous proposons de mettre en place des campagnes d'opinion. Ça peut vous paraître mineur et pas grand-chose, mais on s'aperçoit pour toutes les formes de racisme, que ce soit celle-là, ou que ce soit l'antisémitisme, ou que ce soit aujourd'hui l'islamophobie qui flambe, on s'aperçoit que tout naît de préjugés. Et nous disons souvent, pour lutter contre les préjugés, il n'y a que l'information, il n'y a que l'éducation. Et quand j'ai à parler des préjugés, je conclus toujours en disant éducation, 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 culture, culture, culture. Il n'y a pas d'autre moyen de lutter contre les préjugés. Alors, en dehors des campagnes d'éducation et des campagnes d'opinion pour, au fond, faire comprendre ce que c'est que d'être Rome dans un pays comme la France, de n'avoir ni droit à l'hébergement, ni droit en conséquence à l'éducation. Pour faire comprendre tout cela, évidemment, nous souhaitons que l'État et les collectivités territoriales et le monde associatif travaillent de concert. Il y a quantité d'associations qui font merveille, mais souvent leur travail est radicalement cassé par une évacuation, tout d'un coup. Même un enfant, je le redirai tout à l'heure, à l'encontre duquel ou pour lequel un juge des enfants a pris une mesure éducative, même un enfant peut voir son accompagnement complètement démoli par tout simplement une évacuation de camp. Et je suis triste d'avoir à vous dire qu'il n'y a jamais eu autant d'évacuations en aussi peu de temps depuis quelques années, et malgré une circulaire que Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, avait prise, une circulaire du 26 août 2012, et qui prévoyait toutes sortes de mesures préalables à une évacuation, un diagnostic préalable et un accompagnement. Eh bien, tout cela fonctionne extrêmement mal. Et pourtant, nous sommes un pays qui a adhéré, bien sûr, à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je veux vous relire, avant d'écouter vos premières questions, l'article 2 qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Et ayant eu, il y a quelques jours, à parler de la devise de la République, et en particulier de la fraternité, j'ai découvert que fraternité ne venait pas étymologiquement, n'avait pas la même étymologie que frère, mais que fraternité signifiait genre humain, et donc signifie que nous appartenons tous, la fraternité, c'est simplement l'expression qu'il n'y a pas plusieurs races humaines et qu'il n'y a qu'un genre humain. Et en cela, la fraternité de la devise de la République ou la fraternité de cet article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à rendre effectif, plus difficile encore dans un pays comme le nôtre que la liberté, aussi difficile que l'égalité, ça je le reconnais. Concernant les Roms et bien d'autres, les gens du voyage aussi, nous sommes extrêmement loin de la fraternité. Je ne sais pas, les séquences de temps, comment elles se divisent. Je peux tout de suite passer à mon second point. Je n'ai pas dit grand-chose des discriminations, mais vous devinez ce qu'on peut dire. Et puis vous trouvez sur Internet un très bon rapport qui s'appelle le rapport 2014, c'est le 25e de la CNCDH, sur la lutte contre le racisme. Et cette année, nous avons consacré, on l'a rendu en mars 2015, mais il avait été fait sur l'année 2014, tout un chapitre à la question Rome, racisme à l'égard des Roms. Je passe au début de mon deuxième point. Alors, je passe au début de mon deuxième point avec une lecture.
Mon deuxième point, c'est sur l'accès au droit et à la justice, ce qui est le cœur de ce dont je dois vous parler. Mais je dois quand même tout de suite vous dire qu'il y a très peu de recherches spécifiques sur l'accès à la justice des Roms et des gens du voyage, d'ailleurs, si on les distingue. Très peu de travaux. Et je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est stupéfiant. J'ai même téléphoné à la directrice du centre de recherche de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce centre est à Roubaix, en lui disant, enfin, c'est pas croyable, je ne trouve rien sur l'accès à la justice des Roms. Est-ce qu'au centre de formation de la protection judiciaire de la jeunesse et la section recherche de ce centre, vous auriez des travaux d'éducateurs en formation? Et elle m'a trouvé, c'est une de mes anciennes étudiantes, elle a trouvé en tout et pour tout un mémoire d'étudiant qui a été un appui pour ce que je vous dirai tout à l'heure. Mais il faut aussi savoir que nous ne faisons pas de statistiques ethniques en France. Et si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi. Et donc, ne faisant pas de statistiques ethniques, pour de bonnes raisons, il est difficile d'avoir des travaux autres que qualitatifs. On n'en a pas de quantitatifs. Et les travaux qualitatifs sont absolument insuffisants sur ce sujet-là. Avis aux jeunes futurs chercheurs dans le champ du social, du pénal. Il y a très peu de choses. Il y a quelques travaux sociologiques, mais sur le plan du droit, il y a vraiment très très peu de choses. Alors ce que je vais vous lire en commençant ce second point, c'est 3 pages d'un ouvrage de Pierre Joxe, et que je vous recommande d'ailleurs tous. Je crois qu'ici, il y a beaucoup de candidats à l'ENM. Lisez Pas de quartier de Pierre Joxe. Pierre Joxe, vous savez tous qui c'est. Enfin, non, il est maintenant assez âgé, donc vous ne savez peut-être pas tous qui est Pierre Joxe. Il a été ministre de la République à plusieurs reprises, de la Défense, de l'Intérieur, des Transports et de je ne sais quoi d'autre. Il a été ensuite membre du Conseil constitutionnel pendant de longues années, 9 ans, le mandat d'un membre du Conseil constitutionnel. Puis il a été premier président de la Cour des comptes. Et quand l'âge de la retraite est venu, il s'est inscrit au barreau de Paris et il est devenu avocat mineur, uniquement pour les mineurs. Puis au bout de 3 ans, l'an dernier, il s'est dit qu'il y avait dans le champ du droit autre chose à explorer sur le plan de justement l'accès au droit. C'était le droit social, et il a sorti un autre livre très intéressant que je vous recommande, tout ça pour les candidats à l'ENM, qui s'appelle « Soif de justice ». Et c'est le résultat de son enquête sur les juridictions sociales en France, et cela fait peur. Alors moi, ce n'est pas du tout de droit social que je vais traiter ici, mais je vais vous lire dans Pas de quartier, qui est consacré à la délinquance des juvéniles, à la justice des mineurs, qui a été publié chez Fayard en 2012. Je vais vous lire un texte qui vous montre que le droit peut porter en lui de la discrimination et que le droit, dans certaines de ses dispositions, qui est un instrument de lutte contre la discrimination, peut aussi être créateur de discrimination. Et j'ai envie de donner pour titre 3 pages que je vais vous lire, « Quand le droit renforce les préjugés racistes ». Alors voilà l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille et qui s'appelle « L'incarcération de Bianca ». 25 mars 2011, la jeune Bianca Radu, 14 ans, est devant le juge de permanence entre l'interprète et moi c'est Pierre Joxe, son avocat commis d'office. Il est commis d'office dans cette affaire. C'est une petite Roumaine qui est née à Suceava en Moldavie. C'est une Rome, comme on dit. Le gendarme nous l'a amenée du dépôt qui est au sous-sol du palais et il s'est d'abord posé debout devant la fenêtre ouverte. Vous savez pourquoi? Pour qu'elle ne s'évade pas. Bon réflexe professionnel, dit Pierre Joxe, mais le juge a fini par le faire asseoir près de la porte, à côté de la greffière, et il a l'air mécontent. Bianca, on ne sait pas si c'est vraiment son nom, ni si elle a vraiment 14 ans, mais on sait qu'elle est enceinte. Or, je viens d'apprendre avec stupeur qu'elle va aller directement en prison, 14 ans, directement en prison, enceinte, directement en prison, depuis ce palais de justice, eh bien, dans moins d'1 heure.
On n'est donc pas sûr de son nom. Interpellée 5 fois depuis 6 mois, elle a chaque fois déclaré des noms un peu différents. Elle a donc 5 alias dans les fichiers de police. Mais grâce à ses empreintes digitales, on sait que c'est bien elle qui est à nouveau ici, au tribunal pour enfants. Elle, se disant Bianca Radu, précise prudemment le PV de police d'hier soir, rappelant ses alias. On n'est pas sûr non plus de son âge. On a retenu sa déclaration 14 ans. Mais le compte-rendu de l'examen médical dont elle a bénéficié la nuit dernière, pendant sa garde à vue, n'a ni confirmé ni infirmé cet âge. Le médecin de permanence est intéressé à autre chose. Elle est enceinte. En effet, cela commence à se voir. Elle est petite, avec une voix fluette. Je lui donnerai aussi bien 12 ans. Mais comme elle est un peu boulotte, avec un air fatigué, elle pourrait aussi en avoir 15 ou 16. Et elle ne sait pas encore qu'elle va dormir en prison. Elle vient d'être mise en examen pour tentative de vol. Vous retenez l'infraction, tentative de vol, mise en examen pour tentative de vol, près d'un distributeur de billets. Ratée, elle s'est fait attraper hier, formellement identifiée par des témoignages concordants et confirmée par les enregistrements vidéo de la banque. Elle a reconnu les faits sur mon conseil. L'interprète a ajouté que c'était un bon conseil. Elle a dit qu'elle avait confiance en moi parce que je connais son pays. En effet, durant notre entretien, avant d'entrer dans le cabinet du juge, je lui ai dit que je connaissais les belles églises de sa ville natale, les belles églises peintes de sa ville natale et des environs dans les collines de la Moldavie. Et à la fin de la brève audience, après l'avoir grondé comme il convenait et mise en examen comme prévenue, le juge lui a expliqué avec soin qu'elle serait bientôt jugée dans 5 semaines par le tribunal pour enfants, le mercredi 4 mai. Tribunal pour enfants, donc la formule lourde. Le juge et ses assesseurs, pas simplement en audience de cabinet. C'est la procédure rapide, accélérée, même conforme au texte actuellement en vigueur depuis la loi du 5 mars 2007, une des lois Sarkozy démolissant en partie l'ordonnance de 1945, cette loi relative à la prévention de la délinquance. Mais le juge ajoute pensivement à mi-voix, comme pour lui-même, le 4 mai, elle sera sortie. J'entends cela et l'interroge. Sortie ? Sortie de quoi ? Il me regarde. Ah oui, c'est vrai, vous ne savez pas. Elle part en détention tout à l'heure. Interdit incrédule. Je cherche à comprendre. On vient d'apprendre par l'interprète que la petite Rome a déjà été condamnée en octobre dernier à 1 mois de prison pour vol. Condamnée en son absence. Et donc, comme la loi le permet, hélas, en ce cas, jugée et condamnée, sans avocat, à 1 mois ferme. Jugée et condamnée à 1 mois ferme, sans qu'elle le sache. Elle n'avait pas comparu, pas répondu à sa convocation devant le juge, un autre que celui qui est là ce soir. Mais ce soir, puisqu'elle est là, puisqu'on la tient, la section A2 du parquet, chargée de l'exécution des peines, attend à présent cette enfant délinquante et condamnée sans comparution, sans avocat et sans notification, en France en 2012. On l'attend tout de suite avec l'interprète pour lui notifier sa condamnation et mettre celle-ci à exécution, en la faisant conduire là où elle devrait être depuis longtemps, à Fleury-Mérogis, au quartier des femmes. Pardon. Debout dans ma robe noire à rabat blanc, je me redresse soudain, comme jadis à l'armée, comme jeune sous-lieutenant, je me mettais au garde-vous devant un officier supérieur. Je me surprends moi-même. Qu'est-ce qui raidit ainsi brutalement ma colonne vertébrale ? La majesté de la justice ou l'inhumanité de la situation ? Dans mon cerveau, soudain entremêlés, tous les principes du droit se bousculent comme une foule en colère. Droit de la défense, protection de la jeunesse, personnalisation des peines, droit de l'enfant. Mais où suis-je ? On m'apprend
que je n'ai aucun moyen d'agir, aucun droit d'accompagner cet enfant enceinte à la section A2, aucune voie de recours contre cette absurdité. Car Bianca, si c'est son nom, doit accomplir sa peine. Elle doit dormir en prison ce soir avec son bébé dans le ventre. Ses parents, ses responsables légaux ne sont pas là. Qui sont-ils? Vivent-ils, comme elle le dit, dans une caravane dans un camp à Saint-Denis, ou au contraire, près de l'église Saint-Georges à Suceava en Moldavie? On ne sait pas. Mais Bianca doit passer un mois à Fleury-Mérogis. Dès ce soir, ainsi, elle sortira juste à temps pour revenir au palais et être à nouveau jugée si elle revient. Indignée, je bredouille, car il y a des aménagements possibles, des suspensions de peine. C'est une enfant, c'est une mineure isolée étrangère, normalement tout un statut particulier, typique. C'est d'abord une victime, sans doute de traite ou d'une mafia, raison pour laquelle elle volait. De plus, nous n'ignorons pas qu'elle est enceinte. La prison ce soir à 14 ans pour une tentative de vol. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de mettre en comparaison l'absence de condamnation de la plupart des politiques ou non politiques condamnés pour corruption. Quand vous avez une peine de prison avec sursis, c'est déjà beaucoup. Et quelquefois, l'autre jour, on a vu une ancienne ministre dispensée de peine pour avoir fraudé le fisc lourdement. Bon, bref, ici, 14 ans de tentative de vol. Je cite la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, ratifiée par la France, confirmer les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que je vous ai lu tout à l'heure. L'enfance et la maternité, dis-je, ont droit à une protection. Ils ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Le juge me regarde avec sympathie. Sympathie, compassion, c'est le même mot. Dura lex, sed lex. Mais là, la loi est appliquée à une petite Rome, et je puis vous dire, pour connaître assez bien la question de la justice des mineurs, que n'importe qui d'autre qu'une petite Rome n'aurait pas été envoyé en prison. Il suffisait de prendre une mesure de protection où il y a tout un arsenal de choses possibles pour ne pas avoir dû l'envoyer à la section A2 du parquet. Je m'arrête là. Et je vous donne la parole. Voilà. Merci Christine Lazerge pour cette introduction très vivante et très... pleine à la fois de savoir et de compassion. Je crois qu'il est venu le temps de faire circuler le micro pour une ou deux questions et ensuite nous poursuivrons par un intermède musical. Mais tout d'abord, une ou deux questions ou interventions, hein. La parole est à la salle. Personne pour l'instant ne vainc sa timidité. Si, il faut... David. Bien. Bon, alors c'est moi qui vais prendre le relais. J'avais effectivement... Ah, monsieur. Oui, bonsoir. Je voulais dire qu'on est quand même un peu dans l'angélisme par rapport à la réalité du terrain et à la réalité des pratiques. Alors, je le parle de manière très à l'aise. Je suis frère de sang avec un gitan. Et comme vous l'avez bien souligné, il y a des populations qui sont très diverses dans le terme Rome. Des détestations et des racismes interethniques chez eux, à telle enseigne que sur des camps des gens du voyage qui sont aménagés à Strasbourg, quand vous avez des Roms, le terme générique, qui viennent envahir un terrain, alors qu'il y a des places disponibles dans les endroits qui sont réservés pour les Roms autour de Strasbourg. Il y en a à Vendenheim, il y en a à Schiltigheim, il y en a au sud de Strasbourg. Ces gens-là ne veulent pas y aller
parce qu'il y a d'autres membres de tribus qui ne supportent pas, qui sont sur ces terrains-là. J'étais propriétaire d'un bâtiment à Strasbourg qui s'appelle la Pyramide. J'ai subi les vols répétés des Roms d'une certaine catégorie. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. Et si on parle de justice, c'est très difficile d'avoir des expulsions, parce que les caravanes changent à chaque fois et qu'en droit, vous ne pouvez pas prendre une action judiciaire contre une communauté implantée chez vous. La caravane, elle change tous les 2 jours, tous les 3 jours. Donc, vous êtes obligé de refaire une procédure qui est extrêmement longue, extrêmement coûteuse. Et je crois que le thème était le droit et les Roms. De fait, ils sont très protégés quand ils se sont mis dans de mauvais draps et qu'ils ont commis des infractions, et ça coûte très, très cher à la société. Et autant on peut déplorer tout ce qui est racisme à leur égard, tout ce qui est rejet, mais il ne faut pas être dans l'angélisme non plus, parce qu'on est quand même dans un pays où on a un déficit qui est terrible, où on a des problèmes sociaux qui sont très importants. Aujourd'hui, la majorité des problèmes qu'on a, ce sont des Roms qui viennent de Roumanie. Il y a aujourd'hui plus de problèmes de type politique, d'atteinte aux libertés sur ces populations. De par la législation qui existe en Europe, l'ensemble de ces populations peuvent se déplacer sur l'Europe entière. Ils peuvent choisir l'Italie, ils peuvent choisir l'Allemagne, ils peuvent choisir la France. Le cas le plus extraordinaire, c'est quand même l'affaire Leonarda. L'affaire Leonarda, où on avait quand même une famille qui touchait plus de 3 000 euros de prestations sociales, et qui avait bien avoué qu'ils étaient en France parce qu'ils percevaient plus qu'en Italie. Donc, je rejette toute forme de racisme, d'antisémitisme, mais il ne faut pas être dans l'angélisme non plus, parce que c'est très difficile quand on est de l'autre côté de la barrière de pouvoir se faire entendre. Oui, merci monsieur. Ce que vous dites est dit par quantité de Français de ce pays. Bien pensé. Je ne fais pas d'angélisme. Je dis que la France souscrit à un certain nombre de textes internationaux et nationaux. Je ne fais que défendre l'application du droit, et une application du droit qui ne soit pas discriminante pour ceux qui ont les moyens de se défendre et ceux qui ne l'ont pas. Vous ne trouverez pas un de vos enfants, petits-enfants ou enfants d'amis à 14 ans enceinte qui soit envoyé en prison. Vous ne trouverez jamais cela. Jamais cela. Donc et la question des prestations sociales, les enquêtes qui ont été faites montrent que, de façon générale, ils pourraient toucher plus de prestations sociales qu'ils ne sont d'ailleurs capables d'en faire la demande, ou même de réunir les papiers pour en faire la demande. Un chiffre encore que je rappelle, nous sommes 66 millions d'habitants dans ce pays, et il y a au maximum 20 000 Roms. Et je trouve étrange, j'ai dit tout à l'heure 150 000 gens du voyage, français, entre 150 000 et 200 000 français, et au maximum 20 000 Roms. Et je sais que c'est très difficile. Tous, on a eu des difficultés avec des Roms, moi aussi. Je sais que c'est très difficile, mais on ne baisse pas les bras quand on sait qu'on a ancré en soi le désir que les droits fondamentaux soient respectés, et qu'on est convaincu, sans angélisme aucun, que par l'éducation et la culture, on y arrive. Moi, j'ai une étudiante Rome qui est devenue greffière en chef, et j'en suis très fière. C'est pas de mon fait, hein, c'est d'elle-même et de beaucoup de professeurs. Donc, il ne faut pas rester... ici, tout le monde était un jour ou l'autre cambriolé. Ce n'était pas forcément des Roms. Enfin, et ça ne change rien au devoir de rendre effectifs les droits fondamentaux.
Voilà. Le débat n'est pas interrompu. On va juste poursuivre quelques instants par de la musique et on poursuivra après par un jeu de questions-réponses adressé à Christine Lazerge et d'échanges au travers de la salle. Voilà. Retour aux musiciens pendant quelques minutes. Merci beaucoup, messieurs les musiciens. Donc, nous allons reprendre l'échange. Donc, Madame Lazerge va prendre la parole quelques minutes et ensuite nous restituons à nouveau la parole à la salle de telle sorte que des prises de position, des interrogations, des observations puissent être échangées. Merci. Oui, je reprends. Je veux tout d'abord dire quelques mots en réponse, qui était une réponse très incomplète et imparfaite à la personne qui m'a posé cette question et qui observait quel mal elle avait eu à faire expulser d'un terrain qui lui appartenait des caravanes. Je n'ai pas compris si c'était des gens des voyages ou des Roms, mais peu importe. J'aurais dû lui dire, que, sans angélisme aucun, que de toute façon, les procédures d'expulsion sont extrêmement protectrices. Et quand on cherche à expulser un locataire qui n'a pas payé depuis 6 mois, si vous en avez l'expérience, Rome ou pas Rome, c'est extrêmement difficile. Donc, ça, c'est aussi une question de droits fondamentaux. Le droit veut que l'on protège la partie la plus faible et que donc on ne rende pas l'expulsion facile. Et que ce soit des Roms, d'un terrain ou un locataire qui ne paye pas d'un appartement, on est dans la même situation et c'est en effet souvent un casse-tête. Bon, je reviens à la question de la délinquance des jeunes Roms, puisque j'ai pris cet exemple en matière de justice. Pour vous dire aussi que ce n'est pas du tout facile pour les juges pour enfants et pas du tout facile pour les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou les assistants sociaux qui suivent les familles. Parce qu'il est tout à fait exact qu'il y a une telle crainte que les enfants vous soient retirés pour des raisons X, une crainte raisonnée ou irraisonnée, que la seule visite d'une assistante sociale met la communauté ou le groupe ou l'ethnie en grande difficulté et en situation, pour le coup, de rejet du social. Et il faut aussi savoir, et beaucoup d'éducateurs le disent, et dans le mémoire que j'ai lu, c'était extrêmement clair, beaucoup d'éducateurs disent que travailler en accompagnement d'un enfant déviant, délinquant, n'allant pas en classe, Rome, ou gens du voyage, là c'est un peu la même situation, c'est extrêmement déstabilisant pour l'éducateur ou pour l'assistant social parce qu'ils sont très souvent en échec. Ils sont très souvent en échec et dans leur formation, ils ne sont pas préparés à des situations aussi difficiles. Parce que je ne nie pas un instant, et personne ne nie quand on connaît un peu ce qu'est la situation de précarité, de pauvreté, de très grandes différences culturelles avec nous, par exemple, on ne mesure pas toujours les difficultés. Alors, si les juges pour enfants envoient si souvent en prison, ce n'est pas forcément par racisme, c'est aussi parce que les autres solutions à leur disposition ne sont pas aisées à mettre en œuvre. Par exemple, pour un lycéen qui a fait des tentatives de vol ou même des petits vols, j'ai dit exprès un lycéen, un travail d'intérêt général va être quelque chose d'assez facile si la famille est participante à mettre en œuvre. Pour un jeune ado Rome qui a fait le même type d'infraction, le travail d'intérêt général ne peut pas être mis en œuvre. Il peut, ou très rarement, être mis en œuvre. D'abord, il suffit que cet ado Rome habite dans un camp dont on sait qu'il va être évacué. Donc, le juge des enfants ignore où il va habiter 15 jours après, ou 2 mois après, ou 3 mois après. Déjà ça empêche absolument de jouer sur les alternatives à l'emprisonnement, complètement. Et quant au suivi éducatif, ça le rend aussi extrêmement difficile,
s'il n'y a pas de stabilité du logement. Et d'ailleurs, c'est extrêmement déstabilisant aussi pour les associations qui ont réussi à ramener à l'école les enfants d'une famille et qui finalement arrivent devant le... ou quelquefois ils l'apprennent 2 ou 3 jours à l'avance, quelquefois ils l'apprennent 15 jours à l'avance, d'autres fois ils ne l'apprennent pas du tout, et sont coupés brutalement du suivi éducatif qu'ils ont commencé à faire à cause d'une évacuation. Donc tout ça fait que la prison est quand même souvent une solution choisie à défaut d'autres solutions. Sachant aussi que énormément d'aumôniers de prison, un jour, je vous raconte une anecdote, je suis allée faire une formation sur la dernière loi pénitentiaire à tous les aumôniers protestants ou de toutes les variantes du protestantisme de l'Hérault. Et donc pour toutes les prisons de l'Hérault. Et je me suis aperçue, mais alors vraiment stupeur de ma part, qu'il y avait là beaucoup plus d'aumôniers pasteurs gens du voyage que de pasteurs non gens du voyage. Et que donc ma formation, elle s'adressait essentiellement à des aumôniers gens du voyage. Et c'est vrai que quand un jeune gens du voyage est en prison, dans des endroits comme le sud de la France, où il y a pas mal d'aumôniers, on est à peu près sûr d'un suivi plutôt utile pour ce jeune, alors qu'on le sera moins pour un ado qui n'appartient pas à cette communauté, en raison de cet encadrement venant de la communauté elle-même. Donc tout ça fait que je ne veux pas que vous laissiez entendre que la justice française dysfonctionne complètement. Elle dysfonctionne en partie, d'abord parce que ces personnels éducatifs ou assistants sociaux ne sont pas formés à travailler avec cette minorité culturelle, et elle dysfonctionne aussi parce que, par ailleurs, le droit à l'hébergement, et je voudrais terminer par là, le droit à l'hébergement et le droit à l'éducation, qui est identique pour vous, pour moi, ou pour des enfants roms, pour des enfants de tziganes, ou pour d'autres enfants, n'est pas du tout effectif de la même façon. Si je prends le droit à l'hébergement, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, donc je vais le prendre rapidement, cette instabilité du logement, pour une population qui n'aime pas trop envoyer ses enfants à l'école, je ne le nie pas, surtout les filles de plus de 14 ans, ou de plus de 12, même 13 ans. Pour des enfants qui eux-mêmes ont peur de partir à l'école, de peur que pendant qu'ils sont à l'école, leurs parents soient chassés du camp où ils sont. Donc quand vous avez cette double difficulté, familialement, on n'envoie pas naturellement à l'école. Et pour des raisons d'hébergement, tout le monde vit dans une certaine crainte du déménagement subi. La police peut arriver d'un moment à l'autre, y compris pendant que les enfants sont à l'école. Et donc, l'enfant rom, même si sa famille souhaite qu'il aille à l'école, a des réserves parce qu'il a peur pour ses parents. Alors, pas dans toutes les situations, mais c'est ce que certains chercheurs ont mis en lumière de façon... d'ailleurs très compréhensible, quand on ne sait pas si on est dans un lieu pour 6 mois, 1 an, 15 jours, 3 mois, comment voulez-vous que les services sociaux, les services associatifs fassent un vrai travail d'intégration? Alors quand nous, à la CNCDH, on dit dans nos recommandations école, 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 mettre l'accent à fond sur la scolarité de ces enfants, encore faut-il que soit résolu le problème de l'hébergement et qu'on ne pratique pas ce qu'on pratique, que je le disais en introduction et je le redis maintenant, ces évacuations de la même famille, éventuellement, plusieurs fois dans l'année. Et donc là, vous pouvez imaginer que la scolarité des enfants, déjà en pointillé de façon générale, soit totalement cassée. Et c'est contre cela que nous luttons quand nous disons que le droit à l'hébergement est un droit fondamental, qu'on n'y répond pas en France. J'ai parlé de droit à l'hébergement et de droit à l'éducation, mais je pourrais parler aussi au droit à la santé. Et beaucoup de médecins
qui soignent des enfants roms constatent, et vraiment c'est très lourd à porter pour eux, que tout d'un coup, ils ne sont plus là. Les campagnes de vaccination entamées sont rendues inefficaces par une évacuation de camps. Donc ce n'est pas seulement l'hébergement ou l'éducation, le droit à l'hébergement et le droit à l'éducation qui ne sont pas respectés, c'est toute une série de droits fondamentaux qui fait effectivement que l'on précarise encore plus qu'ils ne le sont à leur arrivée, des populations qui, il est exact, sont en plus souvent dans les mains de mafias. Et par exemple, les mineurs isolés étrangers d'origine rome, bulgare ou moldave sont souvent les esclaves de mafieux, de la grande criminalité organisée. Et ça aussi, il faut le savoir. Donc on est, c'est vrai pour la République, confronté à un casse-tête, à beaucoup d'égards, mais un casse-tête que nous devrions être capables de résoudre pour 15 à 20 000 personnes. Et là, nous n'y arrivons pas, ou nous y arrivons très mal. Voilà. Maintenant, je voudrais répondre à des questions. Merci pour cette intervention à nouveau. Et donc, j'avais promis l'intervention à Jean-Claude Meyer. Merci. Je m'appelle Jean-Claude Meyer. Je suis le directeur de publication d'un média électronique qui s'appelle La Feuille de Chou, lafeuilledechou.fr. Et j'ai une certaine expérience depuis quelques années des familles roms qui sont à Strasbourg, environ 450, et le chiffre ne bouge pas. D'abord dans une intervention dans une organisation humanitaire qui s'appelle l'Atchorom, et ensuite de façon indépendante avec quelques amis. Et l'organe de presse, La Feuille de Chou, a rendu compte et rend toujours compte régulièrement de ce que nous avons fait et de ce que nous continuons de faire. Il se trouve que j'ai été mis en examen le 10 juillet dernier, puisqu'il paraît-il il y a des étudiants, là, futurs magistrats, ça les intéressera peut-être. J'ai été mis en examen donc le 10 juillet sur plainte de M. Jean-Claude Bournez, le chef de la mission Rome de la ville de Strasbourg. Il se trouve juste là à 1,50 m de moi. Et il est appuyé, voilà, merci, et il est appuyé par l'adjointe aux solidarités, Madame Marie-Dominique Dreissé, qui se trouve là aussi à 2 mètres de moi. C'est une plainte en diffamation. Et pourquoi cette plainte? Pour autant que je sache, pour avoir publié, édité, au mois de décembre, le 9 et le 20 décembre 2014, 2 articles concernant des expulsions particulièrement brutales, non pas de camps, mais de personnes isolées qui se trouvaient à Cronenbourg. Il y avait à cet endroit-là 3 caravanes. Dans l'une d'elles, il y avait une dame toute seule dans quelques mètres carrés avec 9 enfants, je dis bien 9 enfants, qui allaient du bébé à la jeune fille ou au jeune garçon, je ne me souviens plus, de 14-15 ans. Et puis il y avait une autre personne qui se trouvait là parce qu'elle avait subi une opération assez grave. On a d'ailleurs photographié à sa demande une cicatrice qu'elle avait ici, qui allait depuis le milieu du ventre jusqu'en bas du nombril. Et elle était à Cronenbourg parce qu'elle pouvait comme ça aller en post-opératoire au CHU de Haute-Pierre. Et puis, il y a eu une intervention de la dite mission Rome qui a consisté à dire à ces gens, vous dégagez, hein, parce que c'est comme ça qu'on leur parle dans ce cas-là. Alors, nous racontons ces choses-là, et donc, voilà, je suis, en tant que directeur de la publication, assigné, enfin, je suis mis en examen, pardon, prenons les termes exacts, je suis mis en examen, donc, pour atteinte à l'honneur et à la considération de M. Bournez. Voilà, ça c'est juste un petit point, mais je voulais dire autre chose concernant les Roms, de manière plus générale par rapport à ce que vous avez dit, madame. Oui, je vais essayer de faire court, merci. Pour moi, qui suis de famille juive et dont les grands-parents paternels sont morts à Auschwitz, le père a été fusillé par les nazis quand j'avais 1 mois et demi, eh bien, je ne supporte pas, mais vraiment pas, ce qui est fait aux Roms ici à Strasbourg ou ailleurs. Certes, à Strasbourg, depuis 2012 que je m'en occupe, c'est-à-dire, je signale précisément, c'est le moment où le sénateur-maire Roland Ries, parce qu'il faut aussi désigner de plus hauts responsables que Mme Dreissé, donc le sénateur-maire Ries a esté en justice pour faire évacuer
de façon légale, donc 4 camps, enfin bidonvilles, je ne sais pas comment vous les appelez. Et effectivement, le dernier a été évacué il n'y a pas très longtemps. C'est le camp qui se trouve au début de la route de Königshofen, qu'on appelle entre nous la Petite Forêt. Alors juste, voilà, pour aller pas trop longtemps, dans la situation actuelle, il se trouve que le camp Petite Forêt a été évacué. Il a été fermé, clos, alors que les gens étaient encore dedans d'ailleurs, par des barrières. Il se trouve au bord d'un stade et des barrières ont été construites de l'autre côté, enfermant d'ailleurs une caravane qui se trouvait juste au début près du trottoir où il y avait un couple et 6 enfants. Ces gens-là ont reçu d'ailleurs des billets Eurolines payés par la municipalité, merci Monsieur Bournaise, merci Madame Dressé, pour qu'ils retournent en Roumanie. Pourquoi est-ce qu'ils ont été envoyés en Roumanie? À notre avis, parce que il y avait trop d'enfants, donc il fallait les scolariser, ça fait trop pour les écoles, vous comprenez, à Königshofen. Bien. Ensuite, les gens ont été choisis à l'intérieur du camp. Il y a ceux qui... Alors, j'utilise le mot de tri parce que c'est le mot exact. Il y a eu un tri. Je demanderai, parce que sans doute ils vont intervenir après moi, quel est le critère du tri qui a été fait entre les personnes. Et notez bien que dans ma bouche, le tri, ça renvoie à des choses franchement sinistres. Eh bien, le tri, il a conduit à la situation actuelle. C'est-à-dire que si tout à l'heure, vers 20h, 20h30, vous allez rue des Remparts, derrière la gare de Strasbourg, où se trouve d'ailleurs le camp qu'on appelle Espace 16 avec son extension et où il y a un nombre considérable de caravanes serrées de manière que ni l'hygiène ni la sécurité vraiment ne sont assurées. Je ne parle pas de ça. Mais vous avez en face, sur de l'herbe tout simplement, le long du grillage qui protège, si vous voulez, les rails, la SNCF, vous avez en général 5 tentes, donc ça fait pas mal de personnes, y compris des enfants, qui campent là, en gros, depuis le mois de mai. Et encore, en ce moment, ils ont des tentes. Parce que je les ai déjà photographiés avec des amis le matin à 5 heures, quand la police municipale vient les évacuer. Et allez, va-t'en, parce on les laisse actuellement dormir la nuit, entre 8-9 heures et le matin à 5 heures. Et 5 heures du matin, ils ont tellement l'habitude qu'avant même que les flics arrivent, eh ben, ils plient leurs bagages et ils les planquent dans les buissons en face. Et puis après, ils vont faire leur journée de manche ou de récupération de métaux, etc. De quoi ils vivent ici, ils vivent mieux ici en France qu'en Roumanie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils viennent, ils me l'ont dit dans des interviews, oui, et ils mettent leurs enfants à l'école. J'ai une interview sur la feuille de chou où je demande à une dame rome, mais pourquoi vous venez en France plutôt qu'un autre pays? Elle m'a dit, et c'était avec un traducteur, elle m'a dit, parce que les enfants vont ici à l'école. Alors voilà la situation actuelle. Je voudrais dire juste une phrase, si vous permettez, voilà, mais je ne développerai pas. Vous trouverez tout ça, malheureusement pas en ce moment, parce que la feuille de chou a été attaquée par déni de service, par des gens qui nous veulent beaucoup de bien, n'est-ce pas? Et donc, on a du mal à aller sur la feuille de chou. Et nous-mêmes ne pouvons plus publier sur la feuille de chou. C'est ce qu'on appelle de la censure. Bien sûr, tout le monde est Charlie à la municipalité, mais quand il s'agit de la feuille de chou, c'est des charlots et c'est des gens qui coupent, comme Anastasie coupe. Voilà. Un mot, permettez. Il y a à 15 km d'ici, oui, Bournaise, tu parles assez, pour une fois, c'est moi. Il y a à 15 km d'ici ce que nous appelons à la feuille de chou et avec quelques autres un camp de concentration en 2015. Il se trouve sur un terrain militaire, il y a des barrières, il y a des gardiens privés, ce sont des Tchétchènes qui gardent les Roms. Il y a la Croix-Rouge qui livre de la bouffe pas toujours mangeable. Il y a des éducateurs, 3 en général, qui s'occupent de ces gens-là. Voilà un scandale dont on ne parle pas, ou dont on ne parle presque pas, sauf à la feuille de chou et dans quelques brûlots gauchistes de ce type-là. Donc je vous demande d'être attentifs. Allez-y, ça se trouve tout près du pont Pierre-Fimelin. On peut y aller, c'est le port du Rhin-Sud, ou alors vous prenez la route pour aller vers Offenbourg, et au dernier rond-point, vous tournez à gauche, et ça y est, vous longez le camp. Avant, il y avait des gens de voyage, et maintenant, il y a des Roms roumains. C'est un regroupement sur une base ethnique, et c'est interdit par la loi. Merci. Bon. Voilà. Vous avez compris que le sujet des Roms est à la fois présent sur le territoire national, mais aussi bien présent à Strasbourg. L'objectif de notre réunion de ce soir, ce n'était pas d'ouvrir un débat municipal sur la façon dont se comporte la municipalité à l'égard des Roms. L'objectif de notre réunion de ce soir, c'était d'ouvrir le public
à un sujet sensible, d'en montrer les différentes facettes et surtout de s'interroger donc sur le rapport entre les Roms et la justice. Bien évidemment, cette question, nous l'avons vu, traverse la question du logement et du rapport entre logement et justice. Nous allons maintenant essayer peut-être de réouvrir le débat, à moins que éventuellement les représentants de la municipalité veuillent intervenir, mais je crois qu'il y a eu des expressions en disant que... Voilà, donc Christine Lazerne souhaite reprendre la parole, et ensuite on refera... Alors d'abord Christine Lazerne, et puis ensuite David. Voilà. Juste pour expliquer que je suis photographe et journaliste aussi, que j'ai vu le traitement des Roms dans pas mal d'endroits, et que Strasbourg n'est vraiment pas ce qui se fait de pire, quoi. Voilà. Oui, moi juste un petit mot pour dire que quand les Roms arrivent à s'intégrer, et c'est le cas, ils n'ont qu'un souci, c'est de devenir invisibles dans notre société. Et donc, on ne voit pas les grandes réussites qui existent et qui sont plus nombreuses qu'on ne croit. Et que dès qu'ils deviennent invisibles, eh bien voilà, c'est que l'intégration est réussie. Merci donc pour cette observation positive. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, éventuellement d'autres prises de position dans la salle? Eh bien, si, monsieur. Moi, j'ai une petite question, mais c'est peut-être un peu plus d'ordre général. Parce que les lois, elles sont prises en fonction du législateur. Et je reviens justement sur le discours que tient le législateur sur, en tout cas, ce que tiennent nos députés sur les Roms. Puisqu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'appelle Manuel Valls, qui a tenu un discours assez précis sur le fait que les Roms, en tout cas, sont soit, on va dire, inassimilables, ou soit posent problème. Et j'ai bien aimé assez le discours, parce que ce genre de discours qui est tenu comme quoi les Roms posent problème, ça me renvoie, en tout cas en tant qu'historien, ça me renvoie à des choses très précises dans ma tête, à des moments très particuliers de l'histoire. Et j'aimerais savoir comment vous articulez cette question, en fait, cette question de la loi, c'est-à-dire qu'est-ce que pose la loi par rapport au législateur qui tient un discours qui, pour moi, reste relativement, je dirais, raciste. Voilà, c'est une question. Merci. Oui, dans notre avis de 2014, qui porte pour titre les droits fondamentaux des personnes vivantes en bidonville, j'ai beaucoup parlé de camp, mais en réalité, nous préférons parler maintenant de bidonville, parce que les personnes vivantes en bidonville sont à 90% en France des Roms. Dans cet avis sur les personnes vivant en bidonville, nous insistons bien sur les dangers d'une parole politique qui serait contraire au texte. Et dans les textes de ce pays, le droit à l'eau, le droit à l'assainissement, le droit à l'éducation sont théoriquement parfaitement reconnus. Parfaitement reconnus. Alors j'ai été maire adjoint pendant longtemps dans une ville qui n'est pas Strasbourg, qui est Montpellier, mais j'ai habité longtemps Strasbourg. Et je peux vous dire qu'il y a des expériences extrêmement positives, mais que c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. C'est beaucoup moins difficile s'agissant des gens du voyage que des Roms migrants, parce que les Roms migrants multiplient les handicaps, mais il n'est toujours nécessaire, et tout citoyen se doit, d'essayer de faire que les droits fondamentaux soient respectés, à commencer par le droit à l'eau, ce qui n'est pas le cas partout. Merci. D'autres questions, d'autres prises de position? Sinon, nous allons... Mademoiselle. Merci. Je voulais quand même avoir des précisions concernant l'impossibilité d'interjeter appel, par exemple, contre ce jugement contre les filles adolescentes. Je ne comprends pas comment il n'y a aucun moyen juridique pour... Est-ce que vous pouvez faire des précisions, s'il vous plaît? Merci. Oui, alors, lorsqu'une peine a été condamnée par défaut, mais ça vous êtes nombreux à le savoir, lorsqu'une peine a été condamnée par défaut et que la personne n'a pas fait opposition, et dans le cas de ma petite Rome, elle ne risquait pas de faire opposition puisqu'elle ignorait qu'elle avait été condamnée par défaut. Et si, dans cette situation-là,
on recommet une nouvelle infraction, effectivement, on doit exécuter sa première peine lorsqu'on vous attrape avant d'être jugé pour la seconde infraction que vous avez commise. Donc, c'est simplement une mise à exécution d'une peine prononcée par défaut sans que la personne qui ait été condamnée ait fait opposition. Mais il y a toujours un mais. S'agissant d'une jeune fille de 14 ans enceinte, n'importe quel juge des enfants trouve une solution s'il le veut. Il la place dans un foyer. Enfin bref, je ne veux pas croire, même si c'est la loi ce qui s'est passé, même si c'est la loi, on sait comment, dans des situations de ce type, la contourner dans sa dureté. D'autres questions, prise de position, éclaircissement? Non, alors on va passer à la dernière séquence de notre soirée, dernière séquence musicale, avant de remercier Christine Lazerge de sa venue et de ses interventions lumineuses. Excellente soirée, merci à vous tous d'être venus si nombreux. Et puis merci à Christine Lazerge de s'être déplacée. Et encore une fois, l'adjectif de lumineux me semble tout à fait approprié pour vos propos. Et puis bien évidemment, lumineuse a été aussi la musique qui nous a été jouée ce soir. Merci à tous les musiciens, bien évidemment.